concerne, on va vous lire des extraits de la pièce que j'ai écrite sur Jean Jaurès, qui s'appelle Pourquoi ont-ils tué Jaurès, qui a été créé et joué ici au Théâtre de Poche et puis joué en mois au Théâtre d'Avignon. Dans le rôle titre, on a Frédéric Collier, un acteur bien connu de Seconde Attitude, d'ailleurs, également directeur de théâtre, guitariste émérite, François de Claquette, il y a plein de cordes à son arc, et Olivier Lafrance, qui est aussi un acteur très connu, et qui est aussi guide de musée, enfin, il y a aussi un lien avec l'histoire assez fort. Alors, la difficulté qu'on avait, on va en parler après avec Mathieu Monguigny, pour un sujet comme Jean Jaurès, c'était de faire des choix. Pour écrire la pièce, c'était une vraie bataille intérieure, parce que, comme on dit, Jaurès est un continent, il y a une multitude de choses. Si on voulait rendre justice à l'entièreté du parcours de Jaurès, ce serait une pièce de 10 heures. Donc, finalement, ça donnait une pièce de 2 heures. Maintenant, on m'a demandé de publier, d'organiser une lecture de cette pièce, des extraits de la pièce. J'ai eu la même difficulté. Il a fallu faire un choix dans le choix. Donc, j'ai opté pour de courts extraits de scènes, et entre les scènes, je vous dis brièvement ce qui se passe. D'accord? Comme ça, vous avez un aperçu, une espèce de résumé, ultra résumé de la trajectoire de Jaurès à travers les scènes qu'on va vous lire. Alors, on va commencer par une première scène qui se passe à Carmaux, Carmaux qui était une ville minière où Jaurès a découvert finalement le socialisme. Mais avant d'être socialiste, Jaurès était du camp républicain. Il était du camp républicain qui était la droite, je ne sais plus comment vous la caractériseriez. C'était une gauche dans la mesure où elle était anti-cléricale, elle était anti-religieuse, elle se réclamait de la Révolution française, mais c'était une gauche modérée qui ne voulait pas aborder la question sociale. Voilà, donc d'un point de vue quand même purement marxiste, aujourd'hui avec notre grille de lecture, sur toutes les questions sociales, on pourrait la taxer de droite, et évidemment sur les questions religieuses, etc., c'est de droite plus archaïque. Donc c'est vrai que les grilles de lecture sont difficiles. En tout cas, le camp républicain était quand même le camp bourgeois, et Jaurès avait adhéré à ce camp républicain. Il va à Carmaux contre un candidat monarchiste, et là, le candidat monarchiste instrumentalise des paysans contre lui, et un meeting, donc il manque de se faire frapper, etc. Et il est sauvé in extremis par un ouvrier que va jouer Olivier. Donc on est en 1885 à Carmaux. T'es courageux, mon gars. Fais gaffe à tes niches. Merci. Jean Jaurès, candidat républicain. Jean-Baptiste Cavignac, chef du syndicat des mineurs. Moi, je me présente bientôt contre le candidat de Solage aux élections municipales. Magnifique. Républicain? Ah non, mon gars. Socialiste. Oui, je sais bien ce que vous pensez de nous, vous autres. Bourgeois, qui vous dites humanistes. Mais si tu crois vraiment à ce que tu dis, tu devrais être des nôtres. Des vôtres? Désolé, je suis philosophe et bien placé pour savoir que l'idéal de justice sociale passe uniquement par l'application de la République et par elle seule. C'est vous qui devriez rejoindre le camp républicain et renoncer à vos fadaises extrémistes. Rappelle-toi une chose, Jean Jaurès. Le premier geste de la République, chaque fois qu'elle est arrivée au pouvoir, c'était de tirer sur les ouvriers. On ne peut pas cautionner une telle imposture. Le mouvement républicain, c'est ce qu'on en fait, Cavignac. Si tu ne t'y joins pas, tu laisses le champ libre au charlatan que tu dénonces. Notre chef Jules Gued refuse de tendre la main aux bourgeois, et il a raison. Alors je te laisse à ton impuissance et à ton sectarisme, mais j'espère qu'entre Solage et moi, vous ferez quand même le bon choix. On en discutera avec le comité. On prendra ça, Cavignac. Quand tu veux, Jaurès. Quand tu veux. Voilà, donc Jaurès va prendre parti petit à petit, de plus en plus fermement pour les mineurs, et va se convertir au socialisme. Il va abandonner le camp républicain et devenir socialiste. On le retrouve 8 ans plus tard dans les couloirs de la Chambre des députés, et là, il a un ancien camarade de son camp, un représentant républicain, qui le revoit et qui n'arrive pas à comprendre que ce type, qui était le jeune député prometteur républicain, est tourné socialiste. Donc c'est Olivier qui va faire le représentant républicain. Vous voilà de retour. Oui, mais je siégerai dans les rangs de la vraie gauche cette fois. Un homme raisonnable comme peu importe l'étiquette. Nous savons que vous défendrez toujours l'ordre républicain à nos côtés. Ce socialisme que vous brandissez n'est qu'une toquade, n'est-ce pas?
J'ai toujours prononcé des discours d'obédience socialiste. Ce qui est vrai, c'est que je n'étais inféodé à aucun groupe et emprisonné dans aucune secte. Je ne le suis pas davantage aujourd'hui. Vous n'êtes pas le Jaurès que j'ai connu. Vous vous trompez, je suis toujours le même. Mais avec vous, j'avais l'impression d'être un volcan qui vomissait de la glace. Ça promet. Dans l'ordre économique actuel, le salarié est réduit à une sorte de servage. Son travail n'est plus qu'une marchandise que les détenteurs du capital acceptent ou refusent à leur gré. Il peut être chassé de l'atelier s'il ne se soumet pas aux règlements d'atelier qui deviennent chaque jour plus sévères et qui sont faits sans lui et contre lui. Et c'est parce que le socialisme proclame que la République politique doit aboutir à la République sociale. C'est parce qu'il veut que la nation soit souveraine dans l'ordre économique pour briser les privilèges du capitalisme oisif. C'est pour cela que le socialisme sort du mouvement républicain. Nous allons faire la politique de la République à votre place. Et vous serez obligés de vous battre contre nous avec le soleil dans les yeux. Ah, tu veux de la République? Ben, on va t'en donner de la République. Et là, le camp républicain va sortir de son chapeau un candidat assez fort, une espèce de proto-Sarkozy, un type qui est très lié au milieu d'affaires, qui s'appelle Casimir Perier. Casimir Perier arrive à la présidence de la République française, et un collègue de Jaurès, qui s'appelle Jérôme Richard, va écrire un pamphlet très violent qui s'appelle Abat Casimir. À cause de ce pamphlet, Jérôme Richard est amené devant les tribunaux. Il demande à Jaurès d'être son témoin de la défense. Et Jaurès va faire une plaidoirie à ce moment-là au procès qui va être tellement ravageuse pour Casimir Perier qu'elle va conduire ce président affairiste à démissionner. La déposition, le témoignage de Jaurès, le discours est d'une telle véhémence que Casimir Perier a préféré poser les plaques. On retrouve Jérôme Richard, joué par le de la France, à sa sortie de tôle, quand il vient voir Jaurès chez lui. Jean, Jérôme Richard, déjà sorti. Comment va? Un bout de fromage? Ah non, Jean, plutôt champagne. Casimir Perier a démissionné. Non. Oui, monsieur trouve la politique trop cruelle. Il retourne aux affaires. Le pauvre petit n'a pas résisté à la pression. Voilà ce qui arrive quand la bourgeoisie choisit le mauvais cache-nez. Et votre témoignage à mon procès, retranscrit dans tous les journaux, a pesé lourd dans la balance. Une idée du prochain ectoplasme? On parle de Félix Faure pour lui succéder. Un opportuniste classique, adepte du sexe faible, mais moins voyant que Casimir. Pour la présidence du Conseil et le reste du gouvernement, ce sont d'autres républicains de pacotille, comme d'habitude. Rien de nouveau sous le soleil. En attendant, savourons cette victoire. J'ai un bon rouge de Castres dont tu me diras des nouvelles. Volontiers, ce n'est pas tous les jours qu'on peut trinquer à une pareille occasion. Dites donc, Jaurès, depuis que vous vous êtes converti au socialisme, le moins que l'on puisse dire, c'est que vous faites bouger les lignes. C'est que j'ai du retard à rattraper. Délicieux ce fromage, vous êtes sûr que... Vous mangez trop, Jean. Le travail intellectuel se développe mieux dans une structure corporelle bien ravitaillée. Jean, vous avez vu comment vous êtes fichu? Vos boutons de manchette sautent. Vous êtes débraillé. Vous mangez trop. Bon, je sais, l'apparence ne fait pas tout, mais tout de même, vous avez un rang à tenir. Je vais arrêter là. Vous avez lu cette histoire de traîtrise au sein de l'état-major? Non, je n'ai pas encore lu la presse aujourd'hui. Un haut gradé, un capitaine, je crois, a été reconnu coupable d'intelligence avec l'ennemi. Eh bien, ces messieurs de l'armée décident certes de le condamner, mais la sanction d'ordinaire réservée aux traîtres, à savoir la mort, n'est pas appliquée. C'est que monsieur le capitaine est de la haute. Quand on pense à tous les pauvres soldats fusillés chaque année dans les casernes pour indiscipline, c'est 2 poids, 2 mesures, comme toujours. La justice de classe, encore et toujours. S'il est à un endroit où elle est sanctuarisée, c'est bien dans ce corps rétrograde qu'est l'armée, qui pullule de monarchistes, de cléricaux. Il faudrait un bon coup de balai. Comment s'appelle ce capitaine traître? Dreyfus. Très bien, nous allons faire de ce Dreyfus un exemple. Vous repartez déjà en guerre, Jean?
Je n'ai jamais tâté de militaire. Croyez bien que je m'en réjouis d'avance. Et donc, dans cette première phase de l'affaire Dreyfus, Jaurès est persuadé, comme beaucoup, que Dreyfus est coupable. Mais, contrairement à d'autres, il va s'attaquer à Dreyfus, non pas en tant que tel, non pas pour les questions d'antisémitisme qu'on connaît, mais il va utiliser Dreyfus pour faire le procès de l'armée. C'est-à-dire que son raisonnement est le suivant, il se dit, on a un capitaine qui est vraisemblablement coupable, il échappe à la peine de mort, comme l'a dit Jérôme Richard, il y a une multitude de soldats qui sont passés par les armes régulièrement parce qu'ils ont manqué à la discipline militaire, c'est-à-dire pour des faits nettement moins graves que ceux dont est accusé le capitaine. Donc Jaurès utilise le cas de Dreyfus vraiment pour montrer que l'armée c'est le symbole de la disparité sociale, de la violence de classe, etc. Petit à petit, il va s'apercevoir, on va un peu l'aider, notamment Blum, le jeune Peggy, beaucoup d'autres gens, vont convaincre Jaurès que finalement Dreyfus est innocent, que toute l'affaire est une machination de la part de l'oligarchie militaire, et Jaurès va devenir un des plus grands défenseurs du capitaine Dreyfus. Mais ça ne va pas être sans heurts, évidemment avec tous les nationalistes, les antisémites et tout le courant réactionnaire, mais également ça va avoir des conséquences dans son propre camp, puisque pour beaucoup de socialistes, Dreyfus est doublement traître, parce que militaire et parce que gradé, et malheureusement pour certains, parce que juif. On a une scène qui se joue quand Jaurès va voir Jules Guette, qui est le patron des socialistes à l'époque. Voilà, je vous laisse découvrir la scène, et moi je vais faire un camarade stalinien avant la guerre. Alors, un calme. Camarade Jaurès. Merci d'avoir répondu à notre convocation. Camarade Gued, quand les socialistes me demandent, j'aurais pu, c'est aussi simple que ça. Il paraît que ta femme a accouché. Oui, un petit garçon, Louis. Félicitations. Longue vie à Louis, qu'il devienne un grand socialiste, comme son père. Merci, Jules. Camarade Jaurès, nous avons suivi avec attention ton engagement pour la cause du capitaine Dreyfus, tes interventions à la Chambre, tes nombreux articles. Notamment cette série tout à fait remarquable, les preuves. Il suffit d'être méthodique pour démonter l'imposture, un travail de longue haleine, mais qui mérite d'être mené. Ce n'est pas notre avis, camarade. Les socialistes ne doivent pas se mêler des querelles internes à la bourgeoisie. Laissons-les loups se dévorer entre eux. Dreyfus n'est pas un loup, camarade. Il est le mouton sacrificiel sur lequel l'armée entend faire la démonstration de sa puissance et de son infaillibilité. Dreyfus est membre de cette armée. Tu ne dois pas mobiliser ton énergie pour le défendre, peu importe qu'il soit coupable ou non. Notre priorité absolue est la libération du prolétariat. Je ne suis pas d'accord, Jules. Même si Dreyfus n'est pas des nôtres, son cas transcende la question d'appartenance politique. Il est victime de l'arbitraire bourgeois, c'est notre devoir de le soutenir. En le soutenant, c'est tout le genre humain qu'on soutient. Garde tes poncifs moralisants pour la messe du dimanche, à laquelle tu te rends parfois, m'a-t-on dit. C'est faux, camarade. Je crois en Dieu, pas en l'Église. Dieu, voyons, Jean, à ton âge. Le christianisme véritable rejoint le socialisme véritable. La libération, l'élévation de l'individu sont au bout de leur chemin. Je ne le crois pas, Jean. Comme je ne crois pas à l'utilité de ta lutte pour Dreyfus, il ne faut pas que les socialistes perdent du temps avec cette affaire. Laisser condamner un innocent par la machine militaire revient à la renforcer. C'est pas ça que vous voulez, camarade. Tu nous accuses de complicité passive, camarade. Moi, je t'accuse de complicité active avec la bourgeoisie. Regarde tes alliés dans ta grande cause. Clémenceau, le radical, Zola, le bourgeois et tant d'autres. Il est parfois besoin d'alliances de circonstances avec les éléments modérés de la bourgeoisie. C'est de cette manière que nous accumulerons les petites victoires qui nous mèneront à la victoire finale. Pas en attendant le transport dans une salle de bistrot. Non, Jean. Un socialiste ne fait d'alliance autre qu'avec le peuple. Un socialiste ne défend pas un militaire, fût-il innocent. Un militaire n'est d'ailleurs par définition jamais innocent. Et puis n'oublie pas la caste à laquelle appartient Dreyfus, celle des Rothschild, des banquiers. Celle de Marx, camarade. Sa famille s'est convertie au protestantisme. Tiens, tu fais l'apologie du christianisme, camarade? Ça suffit, camarade. Nous te demandons de cesser de détourner les militants de la véritable cause. Rien n'est au-dessus de l'individu. C'est l'individu qui est la mesure de toute chose. Voilà le socialisme. Soit.
socialisme là-dedans? Comme tu voudras, Jules. Ainsi soit-il, camarade. Voilà, donc on a pu avoir un petit aperçu aussi de la dimension chrétienne de Jaurès, dédicace à mon ami Antélox, pasteur de Saint-Gervais. Voilà, suite à cela, l'affaire Dreyfus pour l'ampleur qu'on sait, il y a une tentative de coup d'État nationaliste avec des roulettes qui échoue. Donc la situation est très tendue. La situation est très tendue. Arrive en 1899, 1899, un dénommé Millerand, qui était le patron du journal pour lequel Jaurès avait travaillé, un des journaux pour lesquels Jaurès avait travaillé. Et Millerand, qui est donc socialiste, vient voir Jaurès pour lui proposer quelque chose d'assez inédit, puisque jusque-là, aucun socialiste n'a jamais été ministre dans un gouvernement en France. Bonjour, Jean. Alexandre, Vous ne posez jamais le stylo, j'admire votre force de travail. je me repose quand je suis à l'Assemblée. On rencontre des gens, on discute. Vous vous reposez. Ah, on aura tout entendu. Mais oui, en politique, on passe d'un travail à l'autre, vous le savez bien. Bien plus difficile est la tâche des artistes obsédés par leur œuvre. Croyez-moi, ils n'ont pas le loisir de l'invective parlementaire pour décharger leur bouillonnement incessant. Justement, Jean, on m'offre une occasion inédite de déverser le mien au plus haut niveau. Que voulez-vous dire? Eh bien, après la période pour le moins agitée que notre pays vient de traverser, le nouveau président du Conseil, Waldeck-Rousseau, envisage de former un gouvernement d'union nationale. Et dans cette optique, il m'a proposé un poste de ministre. Comment? Incroyable. Vous seriez donc le premier socialiste d'Europe, que dis-je, du monde, à parvenir à un tel poste? Effectivement. Il faut peser le pour et le contre. Rentrer dans un gouvernement bourgeois revient d'une certaine manière à le cautionner, mais dans le même temps, quelle reconnaissance par le bourgeois de la force du socialisme. Le socialisme n'est plus un pestiféré, mais une composante nationale qu'on invite par la grande porte. Quel poste vous offre-t-il? L'industrie et le commerce. Je pourrais défendre la cause des travailleurs au plus haut niveau. La tâche sera compliquée, vous serez entouré d'ennemis. Et pas des moindres. Waldeck-Rousseau m'a prévenu. Il veut nommer comme ministre de la guerre le général Gallifet. Gallifet, le fusilleur de la commune. Quelle horreur! Il n'a pas le choix. Tôt ou tard, il faudra réexaminer le cas Dreyfus pour que l'armée se tienne tranquille. Il faut lui donner des gages. Gallifet est un boucher, mais il s'est tenu à l'écart de l'affaire. Il obéit aux politiques et sait tenir les militaires. Il est l'homme de la situation. Beaucoup de nos camarades sont d'anciens communards. Siéger aux côtés de Gallifet serait... Je pourrais leur faire passer la pilule. Si j'ai le soutien de l'homme le plus populaire chez les militants. Pour le peuple, Jean. Pour le prolétariat. Il faut savoir brader un peu de sa popularité au besoin. Je vous soutiens, Alexandre. Mais je vous en conjure, restez toujours ferme sur les principes socialistes. Ce n'est que pour les défendre que j'intègre le gouvernement. Jean. Voilà, donc, comme on a pu le subhonorer, Millerand va trahir lentement mais sûrement. Il deviendra même un des ministre de la guerre à la veille de la guerre de 14. Voilà, il finira aussi le président de la République, plus du tout adepte des idées socialistes. Donc c'est une erreur de Jaurès, mais c'est un long débat, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Alors on se retrouve en 1903, chez Jaurès. Va arriver Léon Blum, joué par Olivier. Il y a en ce moment en France tout un parti militaire et colonial qui rêve de mettre la main sur le Maroc. Politique insensée et vraiment criminelle, elle aurait des conséquences si lourdes qu'il est impensable de croire que le gouvernement s'y est rallié. Il ne peut qu'exciter la convoitise des autres puissances. Ça va, Jean? Un peu de fatigue, mais je dois continuer à travailler. Regardez cette belle somme. L'histoire socialiste de la Révolution. On en prévoit 7 tomes. Je ne sais pas comment vous faites. Vous avez vos éditoriaux, vos livres, votre travail à la chambre. Et j'arrive à peine à joindre les deux bouts. Quand je pense qu'on vous traite de bourgeois. La calomnie est une arme efficace, mais elle évite d'entrer sur le terrain des idées.
quand même, que les capitalistes se livrent à de telles bassesses. Soit on n'a rien à attendre de ces gens, mais nos camarades... Les différences entre socialistes n'ont fait que s'accentuer depuis l'affaire Dreyfus. Les divergences entre socialistes n'ont fait que s'accentuer depuis l'affaire Dreyfus. On m'a reproché mes alliances de circonstances pour faire avancer certaines causes. Jules Guesde et les siens ne comprennent pas que tout ce qui peut être gagné pour le socialisme est bon à prendre, par l'action parlementaire, par la grève, par le compromis au besoin. Si nous, socialistes, n'actionnons pas tous les leviers pour l'émancipation du prolétariat, alors qui le fera? Jean, votre stratégie, vos idées, il faut les expliquer au quotidien, il faut les diffuser. Et je ne fais que ça, regardez mes collaborations journalistiques. 3 éditoriaux par semaine. Dans des journaux tenus par d'autres, dont un fondé par Mitterrand qui nous a trahis. La plante un couteau dans le dos. L'ivresse du pouvoir, son socialisme s'est volatilisé. Quel gâchis. Et pourtant, il fallait bien essayer d'intégrer la machine. En attendant, nos idées sont à nouveau inaudibles. Aujourd'hui, Jean, votre pensée doit absolument se diffuser dans un écrin qui fasse honneur à sa force, à son intelligence. Nous devons créer le journal du socialisme moderne et humaniste. Un journal qui élève la conscience, qui porte haut et fort les vraies valeurs, celles de l'humanité, bon sang. L'humanité. L'humanité. Et on se retrouve un an plus tard dans les locaux de l'Humanité, avec le rédacteur adjoint du journal. Alors, pour ce premier numéro de l'Humanité, nous avons le premier épisode du feuilleton d'Anatole France, celui de Jules Renard, les papiers de nos correspondants en Europe. Bon, on attend encore votre éditorial. Je te l'apporte dans une demi-heure. Le titre même de ce journal, en son ampleur, marque exactement ce que notre parti se propose. C'est en effet à la réalisation de l'humanité que travaillent tous les socialistes. L'humanité n'existe point, ou elle existe à peine. De nation à nation, c'est un régime barbare de défiance, de ruse, de haine, de violence qui prévaut encore. Comment donner le beau nom d'humanité à ce chaos de nations hostiles et blessées, à cet amas de lambeaux sanglants? Le sublime effort du prolétariat international, c'est de réconcilier tous les peuples par l'universelle justice sociale. Alors vraiment, mais vraiment, alors, il y aura une humanité réfléchissante à son unité supérieure dans la diversité vivante des nations amies et libres. Voilà, on passe 7 ans plus tard, je sais pas, 6 ans plus tard. On est à l'Humanité, il y a la montée des périls, donc qui vont conduire à la guerre. Voilà, il y a eu la montée des périls, et notamment des tensions au Maroc. J'en reste de nouveau à l'Humanité. Tu me mets la nouvelle en 3/4 de page. Tu m'agrandis de moitié la place pour mon éditorial. Je te le donne dans une demi-heure. Et la carte du Maroc avec les positions de nos troupes. Tu la mets en page 3. Bonjour Jean, vous C'est un pas maintenant. Et tu laisses de la place pour les légendes. D'accord. Moi je faisais le rédacteur et lui c'est Blum toujours. On peut savoir ce qui se passe? Le Kaiser Guillaume II a débarqué à Tanger. Bon sang, il y a eu des morts? Non, Sa Majesté fait un coup de force symbolique en se promenant dans les rues de Tanger, sous bonne escorte, drapeau allemand au vent et revolver à la ceinture. Il exprime par là son point de vue. Le Maroc n'appartient à personne, donc il appartient à tout le monde, par conséquent à l'Allemagne aussi. Mais le Maroc est notre terrain d'expansion coloniale. Tout le monde veut sa part du gâteau. Dans la rapine planétaire, en quoi serions-nous plus légitimes que l'Allemagne ou le Maroc? Mon Dieu, Jean, si nos compatriotes vous entendaient. Ils vont m'entendre. Ils vont tous m'entendre. J'ai défendu une conception humaniste du colonialisme à l'époque. Qui n'y croit plus. Le colonialisme est une extension encore plus brutale, si cela était possible, du capitalisme. L'Angleterre, l'Italie, la Russie, le Japon, l'Autriche ont pris. Il n'est pas un gouvernement de moyenne ou forte puissance qui ne cherche à gagner du terrain sur cette planète. Le colonialisme tous azimuts est le ferment d'une guerre d'envergure mondiale. Et si cette guerre éclate un jour, ce dont Austerlitz paraîtront d'une promenade de santé à côté, croyez-moi. Voyez les technologies modernes, cette fois ce sera la destruction massive des villes recouvertes par les bombes, des flammes, des produits chimiques. Non, plus que jamais, il faut parler de paix, même si le mot est impopulaire chez nombre de nos concitoyens. Il nous reste l'internationale socialiste. Exactement, Léon. Ce n'est que par la solidarité internationale entre les prolétaires du monde entier que la mécanique funeste sera enrayée.
Croyez bien que notre tâche à nous, socialistes, est désormais primordiale. Je vais à Berlin au plus vite pour m'exprimer devant nos camarades allemands. À Berlin. Mais vous savez ce qu'on dira de vous? Je m'en fiche comme de ma première communion. Bien. Voilà, Jaurès veut partir à Berlin, mais il va être empêché par une visite de l'ambassadeur allemand qui lui fait comprendre que ce serait une visite très malvenue. Voilà, les tensions internationales continuent à augmenter. Il reçoit aussi une visite de Izvolsky, l'ancien ministre des Affaires étrangères russe, qui est un va-t-en-guerre furieux, vraiment très très poussé. Il y a des accords secrets entre la France et la Russie tsariste, qui connaît vraiment de gros problèmes, tant au niveau international qu'au niveau interne, pousse beaucoup à l'affrontement. Izvolsky propose à Jaurès, propose de le corrompre, amène une valise de billets, pour que Jaurès arrête de critiquer la politique russe, la politique tsariste dans l'humanité. Il se fait conduire par Jaurès. On se retrouve en 1911, toujours à l'humanité, avec Jaurès qui tente de fédérer de plus en plus un grand mouvement contre les périls de la guerre. Il essaie de trouver une salle, mais avec beaucoup de difficultés. Alors, comme on pouvait s'en douter, aucune salle assez grande ne donne son accord pour une réunion d'internationale. Les hommes d'Izvolsky ont bien travaillé. Les va-t-en-guerre déploient une énergie de chaque instant. Oui, et du côté allemand aussi. D'après les sources au gouvernement, Guillaume II se dirige avec sa marine vers les côtes du Maroc. Et rien de symbolique cette fois. On sent. Notre marine est sur le pied de guerre. C'est de pire en pire. Nous devons organiser cette séance de l'international au plus vite. On doit bien trouver un endroit. Oui, d'autant que la situation se tend chaque jour un peu plus dans les Balkans. Les nationalistes serbes résistent comme des démons à l'occupation autrichienne en Bosnie. Derrière l'Autriche, il y a l'Allemagne. Derrière les Serbes, il y a les Russes. Aux côtés des Russes, les Anglais, les Français, le monde entier est devenu un échiquier de la tension. Tout peut basculer. Il doit bien y avoir un endroit disponible, bon sang. Il y a une solution possible. Quoi? Des chrétiens progressistes suisses se proposent de nous accueillir dans une cathédrale à Bâle. Une réunion de l'international dans une cathédrale en Suisse. Certains camarades risquent de tiquer, c'est sûr. Mais nous ne sommes pas en position de faire la fine bouche. Vous avez raison, il n'y a pas à financer. Et après tout, le symbole me plaît. Tous à Bâle. Il arrive à Bâle en 1912, dans la cathédrale. Ici, à Bâle, les chrétiens nous ont ouvert leur cathédrale. Notre but répond à leurs pensées et à leur volonté, maintenir la paix. J'appelle les vivants pour qu'ils se défendent contre le monstre qui apparaît à l'horizon. Je pleure sur les morts innombrables couchés là-bas vers l'Orient et dont la puanteur arrive vers nous comme un remords. Je briserai les foudres de la guerre qui menacent dans les nuées. Voilà, on arrive en 1913. Jaurès a proposé une réforme de l'armée parce que le gouvernement veut faire passer le service militaire obligatoire de 2 à 3 ans. Lui, au contraire, pense qu'il faut réduire le temps de répétition à l'armée, qu'il faut démocratiser complètement l'armée. Il a écrit un gros pavé sur le sujet. On en parlera peut-être avec Mathieu, avec Bruno. Donc, la position de Jaurès sur l'armée est mal vue, évidemment, par tous les bellicistes, mais aussi, de nouveau, par une partie de la gauche qui ne comprend pas, par le Parti socialiste, qui ne comprend pas pourquoi Jaurès s'occupe de réformer l'armée, puisque l'armée est ennemie, qu'il faudrait le combattre purement et simplement. Alors, on se retrouve justement en 1913, suite à cette proposition de réforme de l'armée de Jaurès. On est de nouveau à l'humanité avec Blum et Jaurès. Certains de nos camarades ne vous comprennent pas. La presse nationaliste, elle a tout bien compris. Lisez, Herr Jaurès, le Kaiser de la République sociale. Eh bien, disons le sens de la formule, nous journalistes aux ordres. Et pourtant, l'aile gauche du parti vous attaque violemment sur votre proposition de réforme de l'armée. Gustave Hervé se déchaîne. Lui se définit comme un pacifiste sans patrie. La patrie, c'est ce qu'on en fait. Elle est une réalité sociale, culturelle, indéniable. C'est le peuple en armes qui doit, au pire des cas, la défendre de manière autonome et organisée démocratiquement. Pas sous les ordres d'une caste militaire nuisible. Le peuple en armes, c'est le pouvoir au peuple. Il ne comprend pas ça, Hervé. Et dans une heure aussi tragique, je ne suis pas sûr que la complexité de vos analyses soit bien reçue. Mais c'est pourtant clair. Il faut tout mettre en œuvre pour éviter le pire.
la grève générale pour faire pression sur nos gouvernements, la défense nationale par le peuple, si le pire se produit. Jean, ça va? Vous avez faim? J'ai un bout de fromage dans ma poche. Ah non, non, merci, sans façon. Je vous laisse, vous avez du travail. Oui, beaucoup de travail. Bonsoir, Jean. Bonsoir, Léon. Et la dernière scène qu'on va vous lire, c'est quand Jaurès revient du Congrès international socialiste à Bruxelles. Il essaye vraiment avec les autres partis socialistes de fédérer un bon mouvement contre la guerre, mais plus ça avance, plus les socialistes semblent ne pas aller dans le sens que désire Jaurès. On retrouve Jaurès à la gare, revenu de Bruxelles, il est attendu par Blum. Alors, qu'est-ce que ça a donné à Bruxelles? Rien. Malgré les belles déclarations, chaque parti semble se replier derrière son drapeau. Nos camarades allemands ou anglais s'approchent chaque jour davantage de leur gouvernement, quoi qu'ils en disent. Et ici, quel est le climat? Depuis remplir. Charles Péguy a écrit à votre propos: dès la déclaration de guerre, la première chose que nous ferons sera de fusiller Jaurès. Charmant. Oui, il y a aussi Léon Daudet dans l'action française. Nous ne voudrions déterminer personne à l'assassinat politique, mais que M. Jaurès soit pris de tremblement. Et puis il y a encore... Je crois que j'ai compris. Ça ne m'attend pas. Non, ce qui m'inquiète, c'est que cette boue va pénétrer les cœurs et les cerveaux de citoyens misérables, déjà passablement doctrinés. Un jour viendra où nous serons tués par ceux-là même que nous essayons d'affranchir. Non, nous ne mourrons pas. Il y a encore des médiations possibles. Notre ministre des Affaires étrangères est en ce moment à Londres. L'Angleterre est en pourparlers avec l'Allemagne. Il y a encore des voies de dialogue ouvertes entre les gouvernements. Peut-être qu'après tout, il y a des gens raisonnables parmi eux. Peut-être que ce cauchemar va cesser. Je ne sais plus que penser. Peut-être que l'international va se réveiller. Que le prolétariat unifié... Vous ne pouvez plus rien, Jean. Tout est entre les mains de nos dirigeants, désormais. Allons au gouvernement, la médiation de Londres peut réussir. Il y a encore une chance. Oui, il faut y croire. Allons-y. Et voilà. Frédéric Collier. Voilà, bonjour à toutes et tous. J'invite Bruno Fouligny à nous rejoindre, ainsi que Dominique Ziegler. Un mot au sujet de cette pièce qui a été écrite en 2012, qui a été jouée, produite par le Théâtre du Poche en 2013, au début de l'année 2013, et dont j'apprends qu'elle a été éditée en mai 2014 par l'excellente nouvelle édition Université populaire du théâtre, lancée par Michel Onfray à Caen et Jean-Claude Idé, et c'est une édition d'une épaisseur particulière puisqu'il y a une série de textes qui accompagnent le texte de la pièce de Dominique Ziegler. J'en reste à Dominique pour dire encore quelques mots sur le théâtre politique, populaire, ludique qu'il défend, un théâtre qui l'a conduit à parler de Jaurès, on l'a vu, sur un rythme haletant avec des séquences brèves, mais qui l'a conduit aussi à parler des rapports entre les puissances occidentales et les dictatures africaines dans Ndongo revient, qui l'a amené à parler aussi de l'anéantissement de la nation indienne par les États-Unis dans Building USA, qui l'a amené à parler de Virtual 21, du réseau Internet. Est-il capable de contribuer à l'émancipation des individus et des peuples, ou est-il une force d'assujettissement? On pourrait parler aussi de Patria Grande, à l'occasion d'une collaboration avec Colin Serrault, qui interrogeait les soubassements de la guerre civile en Colombie, et puis le fameux Trip Rousseau qui a été l'occasion, comme le Jaurès, d'un grand succès populaire, le fameux Trip Rousseau à l'occasion du tricentenaire de la naissance du grand natif de Genève. Mais je présente peut-être celui qui vous est moins connu, qui est moins connu à l'assistance genevoise, puisque vous le savez, Dominique vient de Genève,
vit et travaille à Genève, et j'ajoute le fait qu'il est auteur et metteur en scène. Vous êtes de votre côté auteur de pièces de théâtre, écrivain de profession, vous avez été formé à l'école de sciences politiques, vous êtes maître de conférences dans cette même école, vous êtes rédacteur de l'Assemblée nationale, un poste que vous avez intégré il y a déjà de longues années. Et puis j'ai été très surpris et ravi d'apprendre que vous étiez également régent du collège de pataphysique que l'on dit être la science des solutions imaginaires. Un mauvais esprit comme Clémenceau aurait dit que c'est peut-être cette science-là qui vous a conduit à Jaurès, mais je n'ai pas son mauvais esprit. Vous êtes un auteur qui publiait énormément. J'ai noté en rapport avec notre après-midi votre intérêt pour la parole des politiques, que ce soit l'argot des politiques, les injures en politique, une petite anthologie également des députés poètes. Vous avez publié en 2014 Le Monde selon Jaurès, et puis vous êtes l'auteur donc d'une pièce dont on verra quelques extraits, comme l'annonçait Dominique Ziegler tout à l'heure, Jaurès-Clémenceau, quelle république voulons-nous? Et vous aviez déjà rédigé une première pièce, c'était à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Jaurès, La valise de Jaurès, qui mettait aux prises non pas Jaurès et Clémenceau, mais Jaurès et un député de la droite belliciste, réactionnaire, nationaliste, mais littérateur, grand littérateur aussi, Maurice Barrès. Nous y reviendrons peut-être. Alors peut-être vous dire que nous avons normalement jusqu'à 16h30, mais on a pris un peu de retard au début, donc peut-être qu'on se permettra de prolonger de 10 minutes, un quart d'heure. L'idée étant d'échanger sur le podium et puis ensuite de vous donner la parole pour vos éventuelles questions, vos observations. Alors on va commencer par une première question, et peut-être à vous, Bruno Fuligny. D'où vient votre intérêt pour Jaurès? Quelle est l'origine de celui-ci? Et peut-on parler peut-être de votre côté d'une admiration pour Jaurès? Alors, il y a une admiration à la fois pour l'homme, bien sûr, mais aussi pour le verbe, la langue, le discours au sens large de Jaurès. Alors, ça fait un certain temps que je me plonge, vous l'avez dit, dans des archives, dans des vieux comptes rendus, dans toutes sortes de vieux papiers qui sont un peu la mémoire de tous les débats politiques, je dirais, de la Révolution française à nos jours. Et en particulier, il y a eu quelques débats extrêmement saillants dans une époque qu'on appelle la Belle Époque, et dont on veut souvent retenir uniquement les froufrous, les dentelles, Félix Faure, etc., mais qui a été aussi une époque de lutte, une époque de combat, une époque de fortes inégalités, et aussi une époque de progrès social. Alors toute cette littérature-là, si j'ose dire, est-ce de la littérature? C'est, je pense, un des problèmes qu'on va voir. Elle est un petit peu enfouie, c'est-à-dire qu'elle est librement accessible, c'est pas qu'elle est dissimulée, simplement peu de gens ont et la curiosité et le temps, le loisir d'aller ouvrir des vieux registres pour voir de quoi on débattait dans l'hémicycle de la Chambre des députés il y a 100 ans, par exemple. Et bon, moi, confronté à ce type de texte, j'ai envie de les faire connaître. Et j'ai envie de les faire connaître de différentes manières, par différents vecteurs, par des livres, bien sûr, par des films, des documentaires, des docufictions. Et en commençant à travailler avec des comédiens, eh bien, j'ai essayé de les faire vivre également à la scène. Et sur le cas particulier de Jaurès, là, il y a eu une interaction avec un comédien qui lui-même a trouvé beaucoup de lui-même, je pense, dans ce personnage. C'est un peu un accident au départ, c'est Jean-Claude Drouot. Et donc, ça fait en réalité une dizaine d'années que je travaille plus spécialement sur Jaurès, parce que Jaurès était un orateur absolument hors pair. Il y avait eu de bons orateurs à l'époque de Jaurès. Mais Jaurès est un homme qui était capable de parler 3 heures, 4 heures, sans aucune note. Et c'était non seulement un orateur, c'est-à-dire quelqu'un qui savait bien parler, mais en fait, la parole était pour lui l'occasion de structurer sa pensée. Ce n'était pas seulement des belles phrases et des fleurs de rhétorique, parce qu'un Briand ou d'autres hommes de son temps étaient capables de parler longuement sans dire grand-chose. Dans le cas de Jaurès, ce qui est frappant, c'est que ces discours qui sont très beaux, qui sont très poétiques même parfois, sont aussi extrêmement structurés, et finalement ce sont des démonstrations qui se construisent. Alors tout ça est très précieux, et le travail avec les comédiens, avec la scène, permet de faire partager cela. Ce qui aurait été simplement, je dirais, une impression, une bonne impression, un moment d'admiration solitaire au fond d'une bibliothèque, devient un acte avec un public, et généralement le public confronté à ces discours de Jaurès qui revivent grâce aux comédiens et aux metteurs en scène, eh bien se disent, tiens, j'étais venu pour
revivre un moment d'histoire avec l'idée que ce serait peut-être un peu poussiéreux, un peu désuet. Et je me retrouve avec des débats qui en fait me concernent moi aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler précisément d'une actualité de Jaurès? Alors il y a bien sûr l'anniversaire de sa naissance il y a 5 ans, il y a l'anniversaire de sa mort cette année. On a vu un président de la République que Dominique citait tout à l'heure, Nicolas Sarkozy, se réclamer de Jaurès à l'occasion, je crois, de sa première campagne présidentielle. On voit Manuel Valls signaler une plus grande proximité avec Clémenceau qu'avec Jaurès. Est-ce qu'il y a une actualité qui nécessitait peut-être de contrer certains travestissements ou un silence autour de la mémoire véritable de Jaurès? C'est-à-dire que pour la plupart des gens, et en tout cas en France, Jaurès, c'est un nom de plaque de rue. On sait qui il a été, on sait qu'il portait une barbe, on sait qu'il était socialiste et on sait qu'il a mal fini en 1914. À part cela, je pense que le grand public ignore tout de Jaurès, parce que qu'est-ce que c'est qu'être socialiste en 1900 ? Et puis Jaurès, c'était un socialisme très spécifique, très construit, très particulier. Donc, on est beaucoup dans l'ignorance sur Jaurès. Et c'est cette ignorance qui permet aussi toutes les récupérations. Parce que bon, vous avez cité quelques hommes politiques, et je dirais que ça fait partie du métier, hein, d'essayer d'agglomérer à leur cause toutes sortes de personnages. Bon, l'extrême droite même en France a essayé d'annexer Jaurès, c'est-à-dire en isolant une phrase qui portait sur la condition du travailleur national confronté au travailleur étranger. En isolant cette phrase de son contexte, on pouvait faire passer Jaurès pour un tenant de la préférence nationale. Alors que si on se réfère au texte in extenso, Jaurès immédiatement explique en quoi il est patriote, mais il n'est pas nationaliste. Et il fait, mais vraiment comme un bon professeur qu'il est, une distinction impeccable des deux. Alors, pour éviter les récupérations abusives, pour éviter le n'importe quoi, moi je crois qu'il faut retourner aux sources. Et les sources, on a la chance de les avoir. Ce sont les textes écrits, publiés par Jaurès, et puis, plus encore, ce sont ces discours qu'il a prononcés, sans papier, mais qui ont été saisis au vol par des sténographes et qui ont été conservés dans les comptes rendus des débats. Et donc moi j'ai voulu faire le travail inverse, partir de ces traces écrites dans lesquelles on sent encore, et les comédiens assez vite trouvent leur appui, on sent encore même la respiration de l'orateur à travers la construction des phrases, parfois même la ponctuation. Et insuffler de nouveau de la vie dans ces textes. Il n'existe aucun enregistrement oral de Jaurès. C'est dommage parce que techniquement, ça aurait été possible. On a des photos, on a un petit film, mais on n'a pas sa voix enregistrée. Par contre, on a, et c'est l'essentiel, on a le fond de sa pensée exprimé par lui et on peut la faire revivre. Alors, actualité, de quoi parle-t-on? S'il s'agit des commémorations, oui, mais je dirais que la commémoration, c'est toujours un prétexte. Ça nous donne l'occasion, à nous, pauvres auteurs, d'aller voir des partenaires, d'aller voir des directeurs de théâtre, d'aller voir des responsables de chaînes de télévision en leur disant « Attention, dans un an, c'est l'anniversaire de... » Et bon, ben voilà, du coup, on trouve un peu de place pour parler du personnage. Mais Jaurès, vous savez, il a souvent fait l'objet de, comment dirais-je, d'hommages muets. Une statue, un timbre, une plaque, c'est bien, et en même temps c'est silencieux. C'est silencieux parce que la parole de Jaurès, elle secoue vraiment les murs, si vous voulez. Alors que le théâtre, c'est autre chose, parce que c'est de nouveau Jaurès qui parle. Et Jaurès, il a une actualité qui va au-delà de la commémoration et qui va au-delà de l'actualité au sens du 20h télévisé. En fait, il y a quelque chose, je trouve, d'intemporel dans Jaurès. Parce que Jaurès, en tant que philosophe, nous ramène à des questions absolument essentielles. Par exemple, et vous l'avez évoqué avec l'extrait sur l'affaire Dreyfus, la question de la justice. Ça, c'est fondamental. Chez Jaurès, et je termine là, je ne veux pas être trop long, mais chez Jaurès, la question de la justice ne se limite pas à la répartition des richesses. La question de la justice, c'est une question extrêmement profonde et sur le sens même de l'existence et sur le sens même de ce qu'est l'humanité. Alors, je ne vais pas développer, ça nous entraînerait trop loin, mais Jaurès nous parle à nous dans nos problèmes du XXIe siècle parce qu'il ne se contente pas de l'écume des choses, il va au fond des problèmes qui sont ceux de toute société humaine. Oui. Bon, peut-être qu'on reviendra sur cette question parce qu'on ne sait pas si on a mis au Panthéon un républicain social ou véritablement un socialiste. C'est vrai que la question de l'interprétation appelle un retour au texte et le retour au texte nécessite sans doute une mise en contexte. Alors il y a une mise en contexte dans la pièce de Dominique Ziegler puisqu'on part de 1875 pour arriver jusqu'à 1914. Mais même question qu'à Bruno Fouligny, d'où vient l'intérêt pour cette grande figure politique, ce grand tribun
Je crois savoir que c'était une commande du Théâtre du Poche, mais est-ce qu'il y a un intérêt qui déborde la commande? Voilà, oui, parce qu'elle m'a passé commande, sachant que ça pourrait forcément m'intéresser, parce que ceux qui connaissent mon théâtre savent que la question centrale, c'est celle du pouvoir, hein, qui est même le fondement de tout travail théâtral, à mon avis, digne de ce nom. C'est la question centrale de toutes les pièces de théâtre qui parlent au public. Et donc, dans cette démarche-là, évidemment, Jaurès s'inscrit pleinement, puisque tout son travail d'une vie, c'était l'avènement du socialisme. Alors, comme le dit Bruno Fulini, il faut bien préciser de quel type de socialisme il s'agit et dans quel contexte ça se situe. Ça se situe dans un contexte où le socialisme est extrêmement mal vu, c'est un courant minoritaire pour lequel les gens luttent dans la rue, et Jaurès, qui a une formation de philosophe, mais qui a aussi des racines paysannes, va, par tous les moyens possibles et imaginables, essayer de faire en sorte que le socialisme soit l'avènement du genre humain. Et c'est là où il y a une possibilité de récupération qui est très forte, au-delà de l'isolement des phrases, c'est que la pensée de Jaurès, elle est complexe, et que la méthode de travail de Jaurès est complexe. Et pour écrire la pièce, je ne vous cache pas que ça a été extrêmement difficile, parce qu'on n'a pas un seul mouvement, on a un individu qui a une pensée très précise, mais qui, pour faire avancer cette pensée, utilise une multitude de méthodes, que ce soit par l'action dans la rue, l'action de la grève, que ce soit par l'action parlementaire, que ce soit par la réforme, etc. etc. Ce qui m'intéressait donc dans Jaurès, c'était en premier lieu l'intégrité. C'est-à-dire qu'on a une personne qui est totalement irrécupérable d'un point de vue de la corruption, d'un point de vue des honneurs. C'est quelqu'un qui à aucun moment n'a été happé par les sirènes du pouvoir. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Dans l'époque dans laquelle on vit, c'est tout à fait inédit que quelqu'un comme ça existe, un Jaurès comme ça. Alors, il y a tellement de choses à dire. On disait de Jaurès que c'est un continent. Hein. Pas un continent, mais un continent. C'est-à-dire que c'est vraiment qu'il y a tellement de choses. Et, comme j'ai dit, il a une formation de philosophe. Mais il est issu du monde paysan, d'une classe sociale relativement basse, même s'il avait des liens avec la petite bourgeoisie. Il a une croyance en Dieu, qui n'est pas une croyance en la religion. Il est même opposé assez fermement à la religion, à l'Église, à toutes sortes d'églises, mais il pense que le socialisme et le christianisme véritable sont une seule et même chose, qui aboutissent à l'épanouissement de l'individu et à l'avènement d'une société meilleure. Ce qui est intéressant dans Jaurès, c'est le fait qu'avec cette singularité d'opinion, avec cette force de caractère, il ait eu contre lui à peu près tous les courants possibles et imaginables, à savoir les monarchistes, les tenants de l'Ancien Régime, la bourgeoisie républicaine dont il avait percé l'hypocrisie, c'est peut-être le point le plus important, mais aussi toute une partie des socialistes qui ne comprenaient pas la subtilité de sa démarche. Donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui, comme l'a dit Bruno Fulini, fait l'objet de plaques de rue, de statues, je crois que c'est la personne la plus statuifiée de France, mais qui à l'époque était extrêmement mal considéré. Inversement, les gens du peuple l'aimaient beaucoup et très naturellement, il est devenu le leader du socialisme. Et ça ne s'est pas fait sans mal. C'est pas Gandhi qui sort de la rue et qui... Il y a vraiment des paramètres et des paradoxes. Donc, ce qui m'a intéressé dans le parcours de ce personnage, c'était déjà d'essayer de comprendre la complexité et d'essayer de voir aussi comment cette intégrité, comment ce besoin d'avènement du socialisme, comment il travaillait au jour le jour, comment il essayait de faire avancer cette cause. Et on l'a dit, donc il est avec les mineurs de Carmaux, il est dans l'affaire Dreyfus, il est surtout contre la guerre qui avance. Et dans le parcours de Jaurès, il y a quelque chose qui me touche beaucoup en tant qu'antimilitariste primaire, c'est qu'il a toujours été contre l'armée. Même s'il a fait une réforme de l'armée, même s'il a travaillé à faire en sorte que l'armée s'humanise, il a frontalement affronté l'armée, que ce soit pendant les grèves de Carmaux, que ce soit pendant la répression des mineurs plus tard, que ce soit pendant la répression de la verrerie ouvrière, etc., pendant l'affaire Dreyfus. Et surtout avec l'avènement de la Première Guerre mondiale, c'est quelqu'un qui s'est opposé au militarisme. Voilà, donc pour toutes ces raisons, il y a une floraison de choses à chercher chez Jaurès. Oui. C'est vrai qu'en débutant par l'évocation de Raoul Villain, l'assassin de Jaurès, en titrant la pièce comme vous l'avez fait, Pourquoi ont-ils tué Jaurès, et donc en la terminant sur
l'évocation du premier conflit mondial. C'est le cas aussi de la fin de la pièce de Bruno Fouligny. On insiste sur le pacifisme de Jaurès. On pourrait en parler aussi. Est-il un pacifiste intégral? On sait qu'il a défendu quand même les guerres de défense, les guerres de libération nationale. Donc il y avait des nuances, des distinctions que là aussi l'histoire ou la mémoire ne retient pas toujours. Je vous propose qu'on regarde un premier extrait de la pièce de Bruno Fouligny. Donc nous avons deux pièces intitulées par des questions. Dans un cas, pourquoi ont-ils tué Jaurès, qui peut nous donner le sentiment que la pièce est une interrogation de la généalogie d'un assassinat, et en fait c'est plus que cela, c'est un peu ce que vous avez dit, évoqué le théoricien socialiste, le stratège, le leader politique, le journaliste. Et puis de votre côté, une question un peu différente. Jaurès, Clémenceau, quelle république voulons-nous? On va regarder 7 minutes d'extrait de cette pièce. Vous avez à votre gauche Pierre Santini qui incarne Georges Clémenceau, à votre droite Jean-Claude Drouot, qui a été bien connu dans les années 60-70 parce qu'il incarnait Thierry Lafronde, Jean-Claude Drouot qui incarne Jaurès, et puis vous allez voir un troisième personnage intervenir, une jeune femme jouée par Florence Roche qui interprète Marianne. Les radicaux, c'est comme les radis. Rouge à l'extérieur, blanc à l'intérieur, et toujours prête à ses douleurs. On reconnaît un discours de Jaurès, parce que tous les verbes sont au futur. Eh bien, prophétisez, prophétisez. Les générations qui dorment au fond de l'avenir ne se lèveront pas de la terre pour vous démentir. Pourtant, le type de société nouvelle que vous nous offrez est-il si nouveau? Qui n'a rêvé d'une société future? Je suis moi-même capable d'en rêver avec vous, quand il vous plaira. Malgré vos préventions, malgré les facilités d'ironie dont on a disposé toujours à l'égard des formes nouvelles de société, prenez garde. Si vous ajoutez qu'une société plus juste est impossible, vous proclamez vraiment la faillite de l'esprit humain. Monsieur Jaurès, il ne faudrait pas confondre la faillite de l'esprit humain avec la faillite de l'esprit de Monsieur Jaurès. Ce n'est pas seulement le pape du catholicisme qui a été vaincu lors des dernières élections, c'est l'esprit d'oppression, l'esprit dogmatique dans tous les ordres de l'activité humaine. L'esprit dogmatique a été chassé du domaine purement intellectuel. Ce n'est pas nous qui concourrons à le rétablir dans le domaine économique. Phrases enveloppées, solutions incomplètes, politique hésitante, monsieur Clémenceau. Vous êtes au-dessous du suffrage universel.
discorde civile. C'est dit, ça suffit. Nous, le populo, on a besoin de vous. On ne sait pas causer comme vous. Faut nous défendre. Défendre nos droits. Et la République avec, vous nous tapez dessus, qu'on se voit. Radicaux et socialistes ont été unis contre les partis du passé. Et ils se retrouveront unis toutes les fois que les partis du passé tenteront ou de renverser la République ou de mettre la main sur elle. Mais au moment même où tous les démocrates de gauche, socialistes et radicaux, concluaient contre les partis de réaction le pacte d'action commune, ils réservaient hautement pour l'honneur des uns et des autres la pleine liberté de leur pensée et de leur action. Dis donc, Pépère, faut pas chercher à m'embrouiller. Pour libérer Dreyfus, vous étiez d'accord. Pour mettre la pâtée au Curton en 1905, vous étiez d'accord. Qu'est-ce qui va plus maintenant? Ah, mais demandez-le lui. C'est parce qu'il est devenu ministre. Oui. Nous entrons dans une période nouvelle. Celle où les problèmes politiques et religieux étant résolus au mois de printemps, ce sont les problèmes économiques et sociaux qui sollicitent l'attention et l'effort du Parlement. Or, ce que je dois reprocher au gouvernement qui est là, c'est de voir pratiquer depuis quelques mois à l'égard de la classe ouvrière une politique d'oppression, une politique de refoulement. De refoulement. Voilà pour le premier extrait. Alors vous avez noté l'un et l'autre la tendance au duel de Jean Jaurès. Je crois, Bruno Fouligny, que vous vous êtes principalement penché sur des joutes oratoires qui ont eu lieu entre 1906 et 1908 pour votre propos. Et on le voit, il y a au cœur de votre angle d'attaque, si je puis dire, l'interrogation sur l'essence de la République, ou en tout cas l'opposition, deux visions antagonistes de celle-ci. Alors, il y a deux visions, d'une part philosophique, et puis une question et qui rejoint exactement celle que Dominique Ziegler soulevait tout à l'heure, la question du pouvoir. On a deux républicains qui ont mené, avec des forces différentes, avec des conceptions différentes, mais qui ont mené des combats communs. Et puis à partir de 1906, eh bien, ils ne sont plus du tout dans le même camp, parce que l'un est devenu ministre de l'Intérieur, alors que l'autre est le leader de l'opposition d'extrême gauche. Et donc moi, mon propos n'était pas de résumer la vie de Jaurès, c'était plutôt d'essayer de comprendre la pensée de Jaurès à travers une controverse qui a eu lieu essentiellement entre 1906 et 1908, avec quelques joutes oratoires, alors qu'il n'est pas question de reconstituer, mais qui m'ont fourni les matériaux de cette argumentation. Et donc j'ai transformé, je suis parti de documents historiques, j'ai transformé de très longs discours qui duraient chacun plusieurs heures en une controverse avec attaque, riposte, etc. Et donc l'argument de départ, c'est qu'ils vont se battre en duel. Le duel était une pratique assez courante à cette époque. Les deux se sont battus en duel, Clémenceau plus souvent que Jaurès, mais Jaurès aussi. Ça peut paraître étrange de voir ce grand pacifiste avec une espèce de sabre à la main. Il s'est battu même au pistolet. Mais les deux hommes, par contre, entre eux, ne se sont jamais battus. Ils se sont battus contre d'autres, ils se sont battus contre des hommes de droite, voire d'extrême droite. Ils ne se sont jamais battus entre eux. Et donc l'idée, c'est qu'on est presque au bord du duel, et puis intervient cette bonne d'enfant qui est évidemment aussi une Marianne allégorique, et qui va les obliger petit à petit à déposer les armes, et le duel à l'épée va devenir un duel oratoire, un duel à coups d'arguments. Et pour aller vers, effectivement, cette question de la République. Tous les deux sont des républicains. J'avais fait un travail précédemment, vous l'avez dit, où j'opposais deux univers complètement différents. L'univers de Barrès, le nationaliste, et l'univers de Jaurès. Là, c'est différent. On est sur des hommes qui ont des points communs. Par exemple, tous les deux se réclament de la Révolution française, et tous les deux ont l'impression de continuer, en leur temps, l'œuvre de la Révolution. Mais ils mettent dans la définition de cela quelque chose de tout à fait différent. Donc de cette confrontation jaillit, si vous voulez, un objectif. Cette République, à quoi ressemble-t-elle? Et non seulement quel est l'objectif, quel est le point d'arrivée, mais aussi quels sont les chemins pour y parvenir. Vous opposez effectivement leur philosophie de l'histoire. Il y a un moment donné où on voit justement Jaurès défendre l'idée que la Révolution française est la cristallisation de forces sociales et économiques
qui vont être amenés à entrer sur la scène de l'histoire et à la faire, alors que Clémenceau, pour lui, ce sont les grandes individualités qui font l'histoire. On a un peu le sentiment dans vos deux pièces, d'une certaine manière, que vous avez la fibre des grands hommes, mais j'aimerais interroger aussi l'image du peuple que vous nous donnez, l'image du peuple comme potentiellement facteur d'histoire, en tout cas c'est le point de vue de Jaurès, et pas tant que ça celui de Clémenceau. Alors le peuple est présent dans votre pièce, Dominique Ziegler, par plusieurs personnages. Raoul Villain, à commencer par lui, mais il y a également des paysans, il y a des camarades, il y a des collègues de l'imprimerie de l'Humanité. Quelles sont ces figures et cette présence du peuple dans votre pièce? Comme la question du pouvoir est centrale, celle de l'avènement du peuple au pouvoir est évidemment vitale. Qui dit pouvoir, dans le cas qui nous occupe, est pouvoir au peuple. Donc il fallait toujours des référents populaires, parce que c'est à eux et pour eux que Jaurès se battait. C'est ça le paradoxe aussi quand on fait une pièce sur Jaurès, c'est que les discours sont compliqués, le contexte est compliqué, les thématiques sont compliquées. J'essaie de faire un théâtre populaire, c'est-à-dire de simplifier la problématique. Le gros de ce travail, c'était une entreprise de simplification. Et je pense que de la même manière, Jaurès, dans toute sa complexité, dans toute sa philosophie, dans toute sa subtilité intellectuelle, devait aussi s'adresser aux gens qu'il entendait émanciper. C'est ça qui est assez fabuleux chez Jaurès, c'est que ça se fait toujours sans démagogie. C'est-à-dire qu'il table sur l'intelligence des gens. Vous l'avez dit, les discours sont d'une haute tenue littéraire. Il y a toujours cette rencontre de l'intelligence à son plus haut niveau, au service du peuple, à l'adresse du peuple. Donc il y a une flopée de discours de Jean Jaurès qui sont adressés, qui sont, comme on les a vus avec Fred qui faisait le discours sur la place de Carmaux, qui sont faits sur des places publiques d'une manière tout à fait de celle des tribuns du peuple, même voire des tréteaux. Alors on a pris des figures existantes et non existantes pour créer ce rapport. La première scène de la pièce commence, vous l'avez dit, avec Raoul Villain, qui est un type de basse extraction, de toute petite bourgeoisie, un type qui est complètement intoxiqué par la presse dominante. Et c'est ça qui nous intéressait de voir, de montrer, c'est comment l'assassinat de Jaurès n'est pas l'assassinat d'un individu isolé, mais bien la conséquence de toute une machinerie qui se met en branle. Et c'est pour ça qu'on montre Villain complètement, ce qu'il était d'ailleurs, un type un peu timoré, comme ça, complexé, qui lit la presse et qui voit les appels au meurtre sur Jaurès. Parce que c'est ça dont on ne se rend peut-être pas bien compte aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, dans des journaux de très haut tirage, il y avait des hommes politiques qui avaient pignon sur rue, qui disaient il faut tuer Jaurès, il faut lui mettre 2 balles dans le crâne, etc., sans être poursuivis, sans avoir de problème. Et malheureusement, ils ont été entendus. Donc on montre aussi le peuple influencé par cette machinerie, et puis on montre aussi d'autres aspects du peuple plus nobles, on va dire, notamment à travers la personne de Calvignac, qui est un personnage qui a existé, Jean-Baptiste Calvignac, qui était le chef du syndicat des mineurs de Carmaux. Jaurès est allé défendre les mineurs de Carmaux d'abord comme représentant de la bourgeoisie éclairée, comme représentant républicain, et c'est là où il s'aperçoit, en fait, c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que c'est grâce au peuple qu'il s'aperçoit de la tromperie de l'idéologie dite républicaine. Comme vous l'avez dit, la République, ça reste idéal, mais maintenant, reste à voir ce qu'on met dans ce mot-là, dans ce vocable-là, République. Il s'aperçoit, Jaurès, en rencontrant le peuple, que la vraie République, la vraie continuité de la Révolution française, c'est pas le parti qui se dit républicain, qui est en fait une émanation de la bourgeoisie d'affaires, essentiellement, mais c'est le socialisme, c'est les ouvriers. Et il a aussi cette intuition géniale, partage avec Lénine, même s'ils ont beaucoup de différences, c'est que paysans et ouvriers font partie exactement d'un même corpus et que c'est l'émancipation des deux qui doit être faite en même temps. Il n'y a pas de séparation artificielle entre ces deux corps sociaux. Voilà, alors le peuple, il a cette multifonction dramaturgique d'être à la fois référent de la machinerie du pouvoir et aussi d'être celui qui reçoit les propos de Jaurès, mais qui l'émancipe. Quelle figure populaire on a encore dans la pièce? J'ai dû supprimer des scènes parce que c'était une pièce qui durait 6 heures, donc il fallait un peu, pour des raisons bassement commerciales, il fallait élaguer. Il y avait la verrerie, toute l'affaire de la verrerie ouvrière d'Albi, parce que Jaurès, après avoir pris parti pour les ouvriers de Carmaux, pour les ouvriers mineurs, a pris parti aussi pour les ouvriers de la verrerie de Carmaux, qui avaient peu ou prou les mêmes ennemis.
Mais le combat a été plus difficile, à tel point qu'il a eu cette idée assez géniale de faire une des premières coopératives, une coopérative ouvrière, mais ils ont dû la délocaliser à Albi. Et ils ont fait une espèce d'exode des ouvriers de Carmaux à Albi. Et j'avais une scène où il y avait justement des femmes d'ouvriers qui allaient apporter la bouffe aux ouvriers, qui disaient voilà, c'est pour la cause. Et il y avait une autre femme, de nouveau cette référence au pouvoir, qui disait ouais, monsieur Jaurès, il est en train de nous vider nos forces vives de Carmaux, il y en a un qui a crevé sur la route, blablabla. Comment le peuple peut être un réceptacle de la propagande du pouvoir, comment le peuple peut être un symbole de résistance. C'est toujours ça qui nous occupe aujourd'hui. Et c'est pour ça que la pensée, je conclurai là-dessus, que la pensée de Jaurès est déterminante aujourd'hui, c'est qu'on est à une ère où le peuple est malheureusement beaucoup plus sujet à écouter la propagande du pouvoir qu'à celle de l'émancipation et de la parole de la révolte. Oui. Outre le fait que Raoul Villain va jusqu'au crime, effectivement, ce que vous dites me semble particulièrement éclairant sur l'intelligence de la montée des fascismes ou des extrêmes droites en Europe. Villain dit à un moment donné, quand on n'a plus rien, quand on est dans la grande précarité, il ne reste que la nation, que la patrie. Et c'est de là que va advenir ce virage droitier de Villain, alors que Jaurès représente peut-être un virage internationaliste. J'aimerais qu'on regarde ce qu'il en est de la figure du peuple avec un second extrait chez Bruno Fuligny, parce que sa Marianne compte les points, est une présence parfois assez ingénue, et puis il y a un moment donné, on entre dans le dernier quart de la pièce, où elle va prendre la parole, et c'est le moment de sa tirade, et on va interroger cette présence qui, contrairement à la présence du peuple chez Dominique Ziegler, est une présence allégorique. La République, vous en parlez, mais qu'est-ce que vous en savez de la République que nous voulons, nous, les citoyens? La République, c'est nous, bien sûr, et aussi c'est quelque chose qui est au-dessus de nous. Ce sont nos rêves, nos espérances, nos projets qui deviennent réalité par l'action de tous et au profit de tous. La République, c'est se sentir libre et en même temps avoir envie d'être utile. C'est se savoir l'égal des autres, sans en souffrir, mais en comprenant que c'est une forme de gloire. Traiter chacun en frère, en sœur, partager les bonheurs et les malheurs en se disant les quatre vérités, s'affronter, sans cesser de s'aimer. La République, vous croyez que c'est des discours, la République? Vous croyez que c'est des élections, la République, des sièges au Parlement, des ministères, des moribonds? Mais non, voyons! La République, c'est la vie! La vie réelle! Et que nous faisons l'effort de lever la tête et de vouloir ensemble autre chose que la fatalité. La République, c'est la moisson d'épée. C'est le feu qui fait lever la patte. C'est le toit sur la tête du pauvre. C'est le banquet qu'on dresse aux hommes libres. C'est le bal où voltigent les amants. C'est le livre qu'on ouvre sous les yeux d'un enfant. C'est le tableau que confine le peintre et qu'il accroche au mur en disant « Venez voir ». La République, c'est le temps que nous donnons. C'est la richesse que nous créons. C'est le plaisir que nous prenons. C'est la chanson qui nous réchauffe le cœur et que nous chantons fort, éloigner l'égoïsme et la peur. La République, c'est tout ce qu'il y a de meilleur en nous. Tout ce dont nous sommes fiers. Tout ce que nous voudrions transmettre. C'est ça la République et pas autre chose. La voilà notre République. Et vous savez quoi? Nous la voulons ici. Maintenant, en ce monde. Nous
Alors, cet extrait est assez surprenant. Il y a un moment donné, on a l'impression d'être dans le Marx de la question juive qui opposerait une république réelle et une république formelle. Et puis on termine en disant vous nous la devez, cette république, on la veut, débrouillez-vous. Et là, alors on est à des années-lumière du l'émancipation des travailleurs doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. On a le sentiment d'une Marianne spectatrice de ces grands orateurs. Alors, elle est à la fois spectatrice, elle est doublement spectatrice, puisque à l'époque, les femmes n'ont pas le droit de vote, en plus en France. Elle est à la fois spectatrice, actrice et en demande, si vous voulez. En fait, l'écueil, lorsqu'on travaille à partir de documents historiques et en particulier de débats parlementaires, c'est qu'on se retrouve dans un monde d'abord totalement masculin, et en plus de gens relativement éduqués, à quelques exceptions près. Et quand on est avec Jaurès et Clémenceau, de gens extrêmement éduqués, pétris de références, alors qui ont une certaine poésie dans leur langage, qui ont une argumentation qui est très riche, très passionnante, mais le risque aurait été d'être finalement dans une controverse un peu académique. Et donc il fallait, je dirais, alors là pour le coup d'un point de vue dramaturgique, sortir de cela avec un personnage qui les bouscule. Et ça a été la première fonction de cette Marianne. Alors, la pièce, je l'ai construite en 2 temps. Dans un premier temps, je l'ai écrite avec une Marianne qui avait ce rôle-là, mais qui du coup était un peu limitée à un rôle de faire-valoir, ipso facto. Et cette première mouture de la pièce a fait l'objet d'une lecture publique à La Rochelle. Et bon, le public avait assez accroché, mais était resté sur sa faim. Et ça m'avait fait réfléchir. Je m'étais dit, mais c'est vrai, pourquoi cette Marianne serait-elle seulement comme cela, en train de les houspiller, de les engueuler, mais sans elle-même formuler son programme. Alors, bien sûr, il y avait une raison, c'est que cette Marianne, elle en a conscience elle-même, elle n'a pas forcément les mots, les concepts, l'éducation pour bâtir un projet. Mais elle en a un quand même. Et donc, toute la difficulté pour moi, ça a été, à un moment, qu'elle sorte un peu de ses gonds, qu'elle formule un programme dans un langage crédible, un langage de mots simples, éventuellement monosyllabiques, qui dessine un idéal, qui dessine un horizon. Elle ne dit pas comment on peut y arriver, d'où le débrouillez-vous à la fin. Et en fait, ce monologue s'ouvre et se termine par une invective. En fait, elle leur dit gros malin au début, gros malin, puis quand elle part, débrouillez-vous, gros malin. C'est-à-dire qu'il y a une colère aussi. Et je pense que ce qui est, comment dirais-je, indissociable de la démocratie et indissociable de l'expression populaire, c'est une forme de colère. Parfois, cette colère prend une forme constructive, parce qu'elle a identifié une réforme, elle a identifié un objectif. Parfois, cette colère, elle est plus diffuse, et donc il y a des démagogues qui vont pouvoir s'en emparer. Mais ça fait partie aussi de l'expression populaire. C'est-à-dire que la Marianne, vous l'avez, en plus, Jean-Claude Drouot s'est amusé dans la mise en scène, elle a dédoublé, ce qui n'était pas forcément inscrit dans la pièce. C'est-à-dire qu'il a fait une Marianne statue, devant laquelle éventuellement à un certain moment on s'incline, enfin bon. Et puis une Marianne de chair et d'os, qui elle, oui, à un certain moment leur en veut en fait. Elle leur en veut. Elle a conscience que bon, ces hommes ont défendu dans une certaine mesure ses intérêts, ou celui de l'enfant qu'elle nourrit, ou celui du peuple en général, et puis ils ne sont peut-être pas allés aussi loin qu'ils pourraient. Et là-dessus, elle leur en veut. Et elle exprime cette colère-là. Je propose d'en terminer par une dernière question avant d'ouvrir la parole à l'assistance. Donc peut-être une réponse brève. Je veux vous faire partager une citation d'une réflexion sur la philosophie esthétique d'Herbert Marcuse. Il dit ceci: « Il se peut qu'il y ait plus de potentiel subversif dans la poésie de Baudelaire et de Rimbaud que dans les pièces didactiques de Brecht. » Il nous amène à interroger ce distinguo que l'on retrouve chez Hegel entre forme et contenu. Est-ce que vous avez eu un souci, parlant d'un révolutionnaire ou d'un évolutionniste révolutionnaire, d'adopter une forme qui soit également une forme un peu subversive, un peu révolutionnaire? Est-ce que vous avez eu, autrement dit, peut-être aussi, en écrivant cette pièce, une intuition plastique des images de l'occupation de la scène, par-delà l'échange de réflexions, de répliques fortes? Qui veut... La difficulté majeure pour cette pièce, c'était, comme je l'ai dit, de faire passer une trajectoire compliquée dans un contexte relativement méconnu, essayer de trouver ce qui faisait sens pour le public aujourd'hui, d'essayer de résumer un propos extrêmement touffu, une multitude de choses qui finalement
faisait converger la chose vers une forme de narration la plus limpide possible. Ça a été, pour reprendre les paroles de François Hollande, un choc de simplification. Non, une tentative. Non, l'idée, c'était vraiment... Le côté esthétique était secondaire dans cette affaire. Il y a d'autres pièces, comme le western, que vous avez cité, ou le Rousseau, où là, on a davantage travaillé la forme. Là, il s'agissait vraiment de donner à connaître la trajectoire de Jean Jaurès, qui elle-même est théâtralement intéressante parce que c'est quelqu'un qui est aussi toujours en évolution, en contradiction, juste par rapport à Clémenceau et Jaurès. Justement, Clémenceau est beaucoup plus anticolonial que Jaurès au début de leur carrière respective. Quand Jules Ferry sort cette phrase abominable, mais extrêmement intéressante, qui veut tout dire, qui dit que le colonialisme, c'est la mission des peuples supérieurs d'aller instruire les peuples inférieurs, Jaurès... au début, il est pro-Ferry à fond, il est républicain lambda, et il ne voit pas de scandale là-dedans, et c'est Clémenceau qui dit peuple inférieur, peuple supérieur, je ne vois pas ce que ça veut dire, c'est scandaleux. Et l'évolution des deux hommes va être opposée, parce que Jaurès, justement, il va de plus en plus prendre parti des musulmans, des peuples qui sont opprimés, et il faut avoir conscience qu'à l'époque, c'était énorme comme trajet mental. Voilà. Donc, toutes ces problématiques-là, elle ne souffrait pas une espèce de réflexion sur la forme avec un type à poil qui viendrait, parce que là on touche autre chose qui moi m'énerve beaucoup dans le théâtre contemporain. Je ne vais peut-être pas trop m'étendre là-dessus, mais c'est-à-dire que évidemment le travail sur la forme, le travail esthétique est important. Il se fait souvent aujourd'hui malheureusement au détriment du fond, voire en annihilant complètement le fond. Et il sert un but politique qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire que beaucoup de gens prétendent faire du théâtre politique en travaillant sur une forme qui devrait choquer le bourgeois. Et finalement, le contenu est nul à chier, personne ne comprend rien. Et inversement, c'est quand une forme peut paraître un peu plus archaïque et qu'on la comprend qu'un message plus révolutionnaire peut passer. Ce qui est paradoxal. Ce que Régis Debray a résumé de la façon un peu provocatrice suivante, il a dit forme de droite, fond de gauche. Je trouve ça assez drôle. Voilà. Ceci dit, il est autrisme et autisme. Voilà, mais il est possible évidemment de conjuguer un message fort et émancipateur avec une forme de matrice. Ça se fait assez rarement, à mon avis. Les pièces didactiques de Brecht sont aussi d'une forme beaucoup plus innovante qu'on le croit. Donc c'est cette espèce d'antagonisme qui fait faux. Enfin, Même question. Disons que le problème a été simplifié par Jaurès lui-même, qui, lorsqu'il s'exprime, que ce soit devant un auditoire populaire ou devant des ennemis politiques, en fait, assez rapidement abandonne la démonstration au sens strict, au sens professoral, pour argumenter à travers un langage qui est un langage tout de même très poétique. Très poétique. Et c'est ça qui donne aussi beaucoup de force à la parole de Jaurès. Et donc moi, j'ai conçu au départ mon travail comme un travail de médiation, faire connaître ce Jaurès, sa pensée, Clémenceau aussi d'ailleurs, ces deux univers mentaux, ce qu'ils avaient de commun, ce qui les différenciait, ce qu'était cette problématique-là à l'époque et ce qu'elle peut nous apporter aujourd'hui. Et c'était d'abord un travail de médiation. Mais la dimension artistique est présente, pas tellement, enfin comment dirais-je, elle est d'abord présente à travers l'expression des personnages, à travers la langue employée, à travers le niveau de langue, à travers l'usage de l'image poétique pour, à un moment ou à un autre, exprimer ce que l'on veut, ce que l'on cherche, ou pour dénigrer l'adversaire aussi. Les comparaisons, les métaphores, c'est vraiment la chair même des discours de Jaurès et de Clémenceau. Et c'est comme ça qu'on va comparer le travail à celui du tailleur de pierre, le travail à celui de l'édification des palais. Sont-ils des palais de féerie qui vont partir en fumée? Est-ce que c'est des cathédrales bien solides? Et Jaurès qui revient à l'assaut en disant « Mais monsieur le ministre, votre cathédrale manque de flèches. » Quelle belle expression, plus belle que bien des démonstrations. Voilà. Donc c'est ça que j'ai voulu mettre en valeur, et c'est ça aussi que les comédiens ont trouvé. C'est ça qui les a séduits en fait dans ce projet. C'est vrai qu'il y a tout un Jaurès dont on n'a pas parlé, qui est un Jaurès passionné d'esthétique et de théoricien du beau d'une certaine manière, le Jaurès de sa thèse sur le monde sensible, théoricien des couleurs à la suite de Goethe. Il y a tout un Jaurès critique des arts, critique de l'art plastique, critique de la littérature dans le journal La Dépêche notamment, et qui a publié une centaine d'articles. Alors, il est temps... Tu me permets, j'ai oublié évidemment de citer un élément primordial du travail sur ma pièce.
Donc il s'agissait de faire du théâtre populaire, de découper aussi, de faire des courtes séquences, de rythmer une problématique complexe. Il s'agissait aussi de trouver un comédien qui ne reflète pas ce qu'on peut parfois avoir sur Jaurès, c'est-à-dire une espèce de statue du commandeur figé dans le marbre. Et il y a quelque chose qui est assez peu mis en valeur quand on parle de Jaurès, c'est ses racines paysannes. Or, le personnage Jaurès, l'homme Jaurès, était inélégant, gourmand, voilà, peu généreux, tonitruant. Le compliment est en train de virer là. Non, attention. Voilà, mais il fallait quelqu'un qui puisse... ce qui est intéressant chez Jaurès, c'est cette synthèse justement d'ultra-intelligence, de philosophie de très haut niveau et de racines terriennes. Et pour ça, Fred Pellier s'est avéré le choix unique et inévitable, parce que il a cette nature-là, il avait en plus incarné Rabelais peu de temps avant. Et donc, il nous a donné une dimension supplémentaire à Jaurès, c'est-à-dire qu'il fait passer la philosophie, le combat, mais il fait aussi passer l'homme, à travers son jeu, bien sûr, mais aussi de ce qu'il peut tirer de sa nature. Donc, je voulais préciser ça. Oui. Dans l'esthétique de la pièce, il y a le choix du comédien. Absolument. Et des autres comédiens. C'est bien de l'avoir précisé. Est-ce qu'il y a une première question? On va prendre peut-être 10 minutes pour les éventuelles questions et observations. Oui. Moi j'ai une question pour rebondir sur votre propos de tout à l'heure sur le peuple. Est-ce qu'à un moment donné vous avez imaginé avoir davantage de présence sur scène? Là pour le coup je pense que c'est le metteur en scène, en l'occurrence c'est Dominique Ziegler qui va répondre. Non, mais après il y a des questions bêtement économiques. C'est ça la réponse à la question. Donc je pense que aussi comme auteur c'est le même problème. De toute façon qu'on se pose comme auteur et comme metteur en scène, on se pose les mêmes questions. Comment représenter le peuple, comment représenter des masses. La plus grande difficulté que j'avais pour la pièce, c'est comment parler de la guerre mondiale qui monte sans montrer un soldat, comment montrer la répression des mineurs de Carnot sans avoir des moyens à la Robert Hossein. Donc tout ça, ça se fait justement par les moyens que Bruno et moi avons trouvés. C'est souvent une figure qui symbolise une masse. Et alors pourquoi pas procéder comme José Mouchkine, qui utilisait le public pour jouer les masques? Voilà, c'est vrai, ouais. C'est bon à prendre pour l'autre fois. C'est vrai. Il y a aussi, il faut savoir une chose, c'est que quand on monte une pièce de théâtre, il y a des facteurs temps, facteurs économie, il y a une série de facteurs physiques, concrets, qui font que les choses se déroulent toujours de manière plus difficile que ce qu'on a prévu. Donc, mais effectivement, c'est une bonne solution. Voilà. Le public dans une pièce politique joue un rôle de toute façon, même s'il n'est pas sollicité par la mise en scène ou par l'auteur. Des personnages comme Jaurès, comme Clémenceau, comme Calvignac, ce n'est pas forcément des personnages auxquels on s'identifie comme des personnages de fiction. Sont des personnages auxquels on est confronté et qu'on va approuver ou désapprouver. Et moi, l'impression que j'ai eue lorsque cette pièce a été créée, ou une pièce précédente, je m'étais mis dans la salle, surtout sans dire que j'étais l'auteur, pour voir un petit peu comment réagissait le public. Et ce qui m'a frappé, c'est que le public réagissait plus comme s'il était dans une réunion politique que comme s'il était au théâtre. Et ça, c'était intéressant. C'est-à-dire que je sentais des mouvements d'approbation ou de désapprobation, pas tellement sur un personnage ou un autre, pas tellement sur un aspect de mise en scène, mais vraiment sur les idées. Il a raison, il a tort. Je suis pour, je suis contre. Et là, ça devient intéressant. Mais effectivement, on quitte le domaine, je dirais, du théâtre tel qu'on se l'imagine naïvement, avec une fiction, des personnages qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on suit. Bon, on est partie prenante autrement, on est partie prenante sur des choix politiques. Il y a une vraie question, c'est vrai, de l'économie du spectacle qui amène à voir encore des Shakespeare être montés aujourd'hui, des Shakespeare à Genève, mais on écarte les personnages populaires qui sont nombreux chez Shakespeare et ça tourne ces pièces à ça fait virer l'interprétation à une interprétation psychanalytique, psychologisante, Hamlet et sa maman, mais il n'y a plus de fossoyeurs, il n'y a plus de... C'est vrai que l'économie du spectacle contredit la représentation du peuple en scène, il faut trouver des manières comme celle, effectivement, que vous signaliez. Oui, absolument, vous avez raison. Mais c'est vrai qu'implicitement, j'avais oublié de répondre là-dessus. Ce qu'a dit Bruno, c'est que quand on faisait des discours, là, comme vous avez vu les extraits, on s'adressait au public. Donc le public devenait les mineurs de Carnot, devenait les députés de l'Assemblée nationale. Comme on avait des adresses au public, là, tout d'un coup, le public devenait public dans différentes époques, de l'époque de Jaurès. Maintenant, pour des interventions massives de militaires ou de soldats, tout ça, c'est un peu plus difficile.
toute la question de Rousseau et de la représentation, mais là, c'est un autre chapitre. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui? Vous disiez que vous aviez joué aussi à Avignon. Voilà. Est-ce que c'était les mêmes conditions de scène, ou bien vous avez joué dans un espace libre et à ce moment-là, ça peut apporter une autre dimension au spectacle aussi? Là, on revient à des contingences techniques. Malheureusement, à Avignon, les choses s'enchaînent. Donc, on avait 20 minutes pour installer un décor assez conséquent. Voilà, c'était donc des conditions plus difficiles, avec ceci de très particulier qu'on jouait en France en juillet 14, c'est-à-dire exactement un siècle après l'assassinat de Jaurès, même si tout ce qui est du domaine de la commémoration et du symbolique est annexe et que c'est des idées qui comptent et qui ne doivent pas s'arrêter à des dates précises, j'avoue qu'il y avait un petit frisson quand même de porter la parole de cet homme-là aux gens en France exactement un siècle après sa mort. Donc c'était une très bonne expérience pour aller vite. Et c'était d'autant plus intéressant qu'il y avait une lutte sociale pour les intermittents du spectacle. Donc les intermittents nous sollicitaient en disant « mais vous faites une pièce sur Jaurès, sur la grève, alors vous faites grève avec nous ou quoi ?» etc. On était coincés par la direction du théâtre. Du coup, on a trouvé le subterfuge de faire chaque fois une annonce de solidarité avec les intermittents et de mettre le signe des intermittents, qui est un carré rouge, sur Jules Guesde et tous les militants socialistes d'un siècle auparavant. C'était aussi intéressant d'arriver en France à une époque où il y a un soi-disant gouvernement socialiste qui est le pire gouvernement qui a jamais existé, qui n'a pas une once de socialisme dans son programme. Voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'était intéressant justement de pouvoir dire, voilà, Jaurès, c'est ça, le socialisme qu'on défend, c'est ça, voilà leur posture, voilà Hollande et ses sbires, si ce n'était pas Hollande, ce serait d'autres. Voilà, et dans les critiques que Jaurès fait du corps républicain, à savoir une bourgeoisie d'affaires qui s'est emparée d'un idéal émancipateur au profit d'une caste, on retrouve aujourd'hui la critique qu'on peut faire aux soi-disant socialistes. En fait, aujourd'hui, les socialistes, c'est le parti républicain de l'époque. Tout ça était très intéressant à donner dans un contexte français, mais c'est aussi des choses qui nous parlent à nous ici en Suisse, parce qu'on a peu ou prou les mêmes problématiques. Donc j'en reviens à ça, effectivement, il y avait un climat social qui a pu favoriser aussi voilà, un échange peut-être avec le public également, voilà. et même le jeu des acteurs. Voilà, absolument. Ouais, il y a eu une dimension supplémentaire. Mais la réception en Suisse était bonne aussi, parce que c'est des problèmes qui au-delà du contexte national, touchent le genre humain. Est-ce qu'il y a une dernière question, comme l'heure avance? Si c'est un dernier mot de chacun? Il y a une question là-bas. Ah, il y a une question? Non, mais je voulais profiter voilà. de monsieur qui a l'air d'avoir beaucoup étudié Jaurès et Clémenceau. Il y a eu beaucoup de discussions sur la notion de propriété. Ouais. Oui. J'ai beaucoup lu là-dessus, et les choses m'ont paru un peu fluctuantes du côté, dans ce que j'ai trouvé du côté de Jaurès. J'ai vu des choses et leur contraire. Quelle est votre vision là-dessus, sur ces débats-là? Deux hommes de gauche. Ce sont deux hommes de gauche, mais effectivement, la grosse différence, c'est que pour Clémenceau, la Révolution française, ça a été l'avènement de la liberté individuelle, qui est un bien précieux, mais qui pour lui est toute la liberté. Alors que pour Jaurès, l'individu, il est façonné en fonction du milieu dans lequel il évolue. Et qu'il existe donc, outre la liberté de l'individu, il existe des libertés collectives, il existe des droits collectifs, et la propriété, par exemple, n'est pas un absolu. Alors, après, Jaurès, là-dessus, n'est pas d'une immense clarté, et du coup, ça a donné lieu à plusieurs interprétations. C'est-à-dire que pour certains, Jaurès est donc, dans la lignée de Marx, favorable à une appropriation collective par l'État, des moyens de production, etc. Alors que pour d'autres, et il l'a montré avec, par exemple, l'expérience de la verrerie coopérative, il peut être favorable aussi à une appropriation collective qui ne soit pas étatique. Plus, comment dirais-je, plus fédératif, plus décentralisé, tout ce que l'on veut. Parce que Jaurès est aussi, on a parlé de l'héritage chrétien qu'il revendique, on a parlé de l'héritage de la Révolution française, il a lu Marx, il a même fait sa thèse sur Marx, sur le socialisme allemand en tout cas, et sur l'idéalisme qu'il y a, y compris dans le matérialisme dialectique. Mais Marx est aussi un lecteur du socialisme utopique. Et même s'il a conscience des limites des théories des Saint-Simon, Fourier, Cabet et autres, il leur accorde aussi leur part dans la construction du socialisme. Donc,
La grosse différence, la grosse pierre d'achoppement, c'est l'individu et la collectivité, la propriété comme absolue ou la propriété comme relative. Ensuite, comment on organise une propriété collective? C'est là-dessus qu'il y a plusieurs scénarios du point de vue de Jaurès, et c'est là-dessus qu'attaque Clémenceau, en disant « mais tout ça, ce sont des fariboles, ça ne tient pas debout ». Voilà. C'est le cœur de leur opposition, et ce n'est pas un hasard si cette opposition, je dirais, doctrinale, théorique, philosophique, elle arrive dans un contexte de grève. Dans un contexte de grève où là, la question de la propriété, la question des droits collectifs, elle se pose dans la rue. On finit par une très très bonne question, une réponse très, très forte aussi, mais une très bonne question qui est une question d'actualité. Il y a effectivement des théories très en vogue aujourd'hui, les théories du commun, qui tendent à mettre à bas effectivement la propriété au bénéfice d'un droit d'usage. Et c'est vrai qu'il y aurait beaucoup à dire. Je ne suis pas sûr que Marx soit le défenseur d'une appropriation étatique. C'est effectivement la clé de lecture que l'histoire a semblé donner de ces théories, mais en tout cas propriété sociale ou propriété individuelle, je pense que c'est un débat qui a encore de belles résonances aujourd'hui et qui légitime absolument votre intérêt à l'un et à l'autre. Je vous remercie beaucoup d'être venus nous en parler aujourd'hui et puis à l'assistance d'avoir été si nombreuses. Je vous rappelle qu'il y a encore des histoires de révolte à 17h avec Jérôme Mézot notamment, et puis que l'après-midi ne fait que commencer puisque ce soir encore un beau programme vous attend. Merci beaucoup d'avoir été présent et belle fin de journée.